Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler biathlon. On va faire le débrief des deux poursuites de ces championnats du monde parce qu'aujourd'hui il n'y avait pas une course mais deux courses pour conclure cette première semaine. Et puis on attaquera la deuxième avec les individuels à partir de mardi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires ce qui vous a plu, qui vous a déçu. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures. Le mieux pour ça, c'est d'avoir la petite cloche d'activer avec toutes les notifications. Comme ça, ça permet de mettre plus en avant les vidéos sur le biathlon qui en ce moment marche plutôt pas mal. On commence avec ce 10 km poursuite du côté de dames. Avec une Justine Brezaz qui partait en première position, une Lou Jean Monod, une Julia Simon qui était en embuscade, et on pouvait se dire que les chances de médaille étaient très importantes. J'ai même envie de dire qu'on est presque frustré que ça soit qu'une médaille de bronze aujourd'hui, mais il aurait fallu faire un tir de meilleure qualité, et ce qui a été le problème des Françaises sur cette épreuve. Allez, on commence tout de suite avec ce 10 km. Et donc, la victoire de Franziska Preuss, j'avais dit elle méritait un titre de championne du monde pour sa régularité sur l'année, et puis voilà, elle enchaîne quand même les performances. Elle ne s'est ratée au final qu'à Oberhof. Depuis Ruhpolding, elle enchaîne quand même les courses XXL où pour aller la battre, faut quand même faire du très très bon biathlon. Et là aujourd'hui, elle a pas ouvert la porte, 20 sur 20. Voilà, elle était juste au-dessus. Il n'y avait rien à faire pour aller la chercher. Voilà, elle était sur une autre planète en termes de biathlon. Et moi, je suis content pour elle parce que c'est une fille qu'on attendait au niveau, qu'on voyait. C'était une fille qui, avait eu des résultats, notamment dans ses jeunes années, mais qui n'arrivait pas à être régulière, qui n'arrivait pas à être aux avant-postes au meilleur moment de la saison. Et là, elle a réussi à tout goupiller cette année, à tout faire parfaitement. Et là, je dis bravo. Bravo à Franziska Preuss. Bravo d'avoir réussi à faire ça, d'avoir réussi à confirmer enfin, j'ai envie de dire, du côté de Preuss. Parce qu'on savait que le talent était là, mais elle a enfin confirmé. Et puis pour le biathlon allemand, quand on se souvient notamment des championnats du monde à Oberhof, comment ça avait été compliqué pour les Allemands qui étaient complètement passés à côté, et puis avec vraiment une presse allemande qui n'avait pas été tendre, parce qu'on parle souvent de la presse norvégienne, mais la presse allemande sur le biathlon peut être aussi très cassante, vu que c'est l'un des sports les plus importants du côté de l'Allemagne. Et c'est vrai que là, ce qu'a fait Preuss aujourd'hui, je pense qu'il y a certains journalistes qui doivent se dire bon voilà, on s'est un peu raté, mais comme moi par exemple avec Justine Brezaz. Mais là, Franziska Preuss, elle a été solide, et moi je dis bravo parce que sur le dernier tir, elle peut avoir un peu la pression sur les épaules, et non, elle fait un super tir engagé. J'aimerais bien même, j'ai pas regardé trop dans les analytiques, mais voir le temps de son dernier tir. On regardera ça en deuxième partie de vidéo, voir vraiment les analytiques sur le tir, parce que je pense qu'il doit y avoir des trucs qui ont été très bien réalisés par Preuss aujourd'hui, donc bravo à elle, qui a été très solide aujourd'hui. Il n'y avait pas grand chose à faire pour aller la chercher, donc non, très très costaud de la part de Franziska Preuss. Deuxième, Elvira Oeberg. Toujours ce manque de régularité pour Elvira. Le désavantage, c'est qu'elle partait avec bien 40 secondes de retard sur Preuss. Donc on voit qu'elle a quasiment rien repris au final sur Franziska Preuss, parce que Preuss partait à 11 secondes, je crois, de Justine. Brezaz-Boucher, et puis ensuite c'était il y avait 11 secondes, il y avait 56 ou 57 secondes, je crois, pour Elvira. La 10e place, c'était déjà loin. Elle a eu de la chance, Oeberg, dans ses premiers tours, c'est de se retrouver avec Magnusson notamment, et les deux se sont bien tractés l'une et l'autre. Et puis après, elle fait la bonne course. Elle sait le faire, Oeberg. Le souci, c'est qu'elle ne sait pas le reproduire.
Je crois qu'aussi son temps de ski était pas mal parce que c'est ce que je m'étais un peu plaint lors du sprint, je l'avais pas trouvé exceptionnel. Et là, le temps de ski était meilleur, donc c'est juste le redémarrage qui avait été compliqué. Il faut savoir qu'elle a été malade hein, aussi à Antols, qu'elle n'a pas pu faire les manches d'Antols. Donc elle a eu une pause de 3 semaines. Donc c'est vrai qu'une pause de 3 semaines sans compétition, nous en France, je sais que certaines ont fait des compétitions au niveau Coupe de France. Je ne sais pas si en Suède on a été faire une petite compétition locale avant d'aller sur ces championnats du monde, mais si ça n'a pas été le cas, forcément 3 semaines de pause au bout d'un moment, c'est dur de remettre la machine en route et ce qui a été compliqué pour Elvira Heuberg sur le sprint. Et là on voit qu'elle a retrouvé ses bonnes jambes. Non, le souci c'est qu'il y a toujours une balle qui traîne toujours un petit peu quoi. Il manque cette régularité au tir. Après, là, de toute manière, même à 20 sur 20, elle n'allait pas chercher Preuss. Donc, elle reprenait 20 secondes, elle reprenait pas plus que 20 secondes. Voilà, il lui en manquait de toute manière, même avec un 20 sur 20. Moi, j'ai bien aimé le duel avec Justine. Elle a bien joué tactiquement. Voilà, bon, Justine essaye de mener le peloton, enfin, de mener le petit groupe. Et elle aurait peut-être dû plus jouer, Justine, en sachant qu'il y avait Lou qui était en gros quatrième. Elle aurait peut-être dû plus jouer avec Elvira Heuberg en disant moi je prends pas de relais, c'est toi qui me tractes. Et puis essayer de jouer le sprint de cette manière-là, en sachant qu'il y avait une Française qui pouvait encore revenir, et qu'elle pouvait faire 2 ou 3. Mais Elvira a très bien joué tactiquement. Voilà, elle s'est mise dans le sillage de Justine Brezas-Boucher. Et puis quand elle a senti qu'elle pouvait aller la passer, il a été la passer. Et puis après, le problème, c'est que Justine était à 2-3 mètres avant l'entrée du dernier virage. Elle était plus dans l'aspiration, donc elle pouvait plus revenir. Non, c'est bien joué du côté d'Elvira Heuberg. J'ai entendu dire sur Twitter, parce que là, il faut savoir que les courses, je les ai pas du tout regardées sur la chaîne L'équipe, parce qu'Alexis Boeuf commence à me saouler énormément. Et le côté pro-français, ça veut dire qu'on peut supporter les Français, mais sans avoir ce côté chauvin non plus à tout prix. Et aimer juste voir du beau biathlon. Donc j'ai été regarder sur Max. J'avais déjà fait ça sur les championnats d'Europe. J'avais été regarder sur HBO, enfin sur Eurosport. Déjà j'ai appris même des trucs, notamment sur les cibles, avec les cibles électroniques et les cibles mécaniques. Ce qu'on n'apprend pas beaucoup, je trouve, ces derniers temps aussi du côté de la chaîne L'équipe, au lieu de vouloir tacler certaines personnes. Et après, il semblerait donc qu'il ait critiqué la tactique d'Elvira Heuberg. Bah non, elle a le droit de le faire. Enfin, ça s'appelle juste être bon tactiquement. Si, tu vois, Justine aurait dû faire l'inverse. Moi, je pense que Justine pouvait jouer avec le fait qu'il y avait Lou Jean Monod derrière et dire, bon, on peut peut-être tenter la course d'équipe. Bon, elle l'a pas fait. Voilà, mais c'est bien joué par Elvira Heuberg. Voilà, ça s'appelle une course tactique. Il faut savoir des fois être doué dans ce domaine-là, et Elvira a su être performante. Donc rien à dire sur la Suédoise. Troisième, Justine Brezaz. Bah, il y a une erreur de trop. Il y a une erreur de trop. À 18, ça fait déjà une course meilleure. Après 17 sur 20, c'est sa meilleure course à 4 tiers quasiment de la saison. Hein. Vu qu'elle était sur une moyenne plutôt à 16 sur 20 en ce moment, Justine Brezaz. Donc, non, c'est presque sa meilleure course de l'année sur une course à 4 tours. Voilà, cette année, elle n'arrive pas à faire des courses à 4 tirs où elle arrive à être plus performante que ça. Ça sera peut-être le cas dimanche prochain pour les Mastart du côté de Justine. Mais là, voilà, elle fait avec le niveau du moment et c'est plutôt mieux que d'habitude. J'aurais aimé un 18. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas d'erreur sur le coucher. Bon, mais on fera avec. Mais j'ai eu peur moi après le premier coucher parce que je me suis dit ça va refaire comme Annecy le Grand Bornand. À Annecy le Grand Bornand, Justine Brezaz elle s'était écroulée sur la poursuite et je me suis dit ça va faire genre un 15 ou un 14 sur 20 et là je me disais bon ça sera au-dessus de la 10e place et grosso modo la confiance que tu as acquis il y a 2 jours, enfin hier même non c'était il y a 2 jours pardon du côté des filles, bon ça y est c'est mort. Et non, elle a bien réussi à rectifier le tir. Le problème, c'est qu'il y a une erreur à chaque fois et qu'il aurait fallu une erreur de moins. Voilà, c'est la seule déception du côté de Justine. C'est à chaque fois cette petite erreur qui traîne sur chacun des tirs. Ça aurait été bien de faire un 18, je l'avais dit, à 18 sur 20. Bon, même si Francisca aurait pas été battable, encore une fois, il fallait faire au moins 19. Vu la course qu'a fait Francisca Preuss.
Mais déjà, elles se seraient retrouvées toutes les deux l'une face à l'autre et peut-être que Preuss aurait craqué aussi. Et voilà, il y a cette erreur sur le coucher directement qui fait qu'elle se retrouve à être déjà dans le peloton et pas pouvoir conserver son avance. Je pense que ça lui coûte un petit peu cher. Lou, avec Julia, elles sont parties à fond. Quand j'ai vu dans le premier intermédiaire, là, en haut de la bosse, j'ai vu elles reprennent 4 secondes à Justine. Et pourtant, Justine qui prend 2 secondes d'avance à Preuss, je me suis dit non, elles sont parties trop vite. Elles sont parties trop vite et Lou en a trop mis en début de course. Après, elle l'a bien analysé derrière, mais elles sont parties beaucoup trop vite. Et sur une piste comme celle-là où tu es en altitude, les départs trop rapides, ça te coûte très très cher. Sur une piste comme, je sais pas, Östersund ou Kontiolahti où tu es faible en altitude, te mettre dans le rouge, ça te met pas en difficulté. Par contre, tout de suite, si tu te mets dans le rouge sur une piste comme celle-là, tu pars en dette d'oxygène et après c'est mort. Tu récupères jamais. Tu récupères jamais vraiment. Et c'est ce qui s'est passé pour Lou Jean Monod. Il y a une erreur en trop, mais les erreurs sur le debout, c'est le manque de lucidité, c'est la fatigue accumulée par ce début de course trop rapide, je pense, du côté de Lou Jean Monod. Voilà, c'est dommage pour elle, mais je la trouve toujours très juste dans son analyse. Et puis il y a l'individuel. Bon, bah, il faudra pas se rater sur l'individuel du côté de Lou. Sinon, après, elle aura peut-être un peu la réputation d'une fille qui est performante pour une Coupe du Monde, mais pas forcément dans un grand rendez-vous. Et quand on reviendra aux Jeux Olympiques l'an prochain, bah, il y aura peut-être des doutes sur les capacités de Lou Jean Monod à performer. Mais non, voilà, elle fait des erreurs. Elle fait des erreurs, voilà, elles sont parties vraiment à fond. Et là, sur une course comme celle-là, il fallait beaucoup plus gérer son effort. C'est les Nike, oui, bah, c'est encore une cérémonie des fleurs, mais ça va pas la consoler. Tu sens qu'elle s'est vraiment préparée pour cet objectif, qu'elle s'est vraiment préparée pour ces championnats du monde, qu'elle s'est très bien préparée même pour ces championnats du monde. Et ouais, elle a complètement craqué sur le dernier tir. Là, c'est mental, hein. Du côté d'Aiki Gross, c'est mental. Voilà, elle s'est retrouvée dans des. Il y avait en plus beaucoup de spectateurs, il y avait beaucoup de bruit. Elle a craqué sous la pression, voilà, tout simplement. Mais ça peut arriver. Ça arrivait à Lou, à Annecy le Grand Bornand. Preuss, à Oberhof, c'était peut-être aussi un petit peu ça. Bon, c'est arrivé à plein de filles de craquer sous la pression. À Tendrevold, ça lui est arrivé aussi. C'est terrible parce que voilà, ça arrive au pire moment et parce qu'elle pouvait aller chercher une médaille et derrière elle en fracasse 3 quoi. C'est dommage parce que ça gâche complètement ce début de course où elle était bien sur les skis aussi. Je trouvais les Nike Heroes, ça a vraiment, c'est là où je dis qu'ils ont bien programmé le pic de forme pour ces championnats du monde. Et encore une fois, comme je dis, pour la Suisse, ça permettrait de mettre beaucoup plus en avant ce sport, une médaille au championnat du monde. Et actuellement, c'est ce qui leur manque, mais là, elle n'est pas passée loin. Mais le dernier tir lui a été fatal. Minkinen, alors très clairement, je l'avais perdu de vue moi pendant la course, jusqu'au dernier debout. En gros, j'ai perdu de vue parce que comme elle rate les deux premiers couchés en rate une, elle se retrouve quand même assez loin. Ce qui fait qu'après, j'étais plus concentré sur d'autres performances. Notamment, je voyais Elvira Oberg revenir de l'arrière et je me suis un peu désintéressé c'est Alvarsson, pardon. Berg, elle était avec Alvarsson dans le premier tour, pas avec Magnusson. J'ai dit une bêtise. Mais avec Minkinen, oui, bah, elle est toujours aussi solide. Bon, là, elle finit à 1,40. C'est vrai que les écarts sont énormes, mais encore une fois, Preuss a fait une course à la Johannes Bö. Et Minkinen, bon, bah, c'est du solide, ça reste du solide. Et à 18 sur 20, bah, elle montre aussi aux autres que même en ratant une balle, elle est capable d'être aux avant-postes, parce qu'à 18 sur 20, bah, elle fait quand même 6ème. Donc ça montre que les temps de ski sont bons, ça montre que le travail qu'elle a fait en altitude a fonctionné aussi, du côté de la Finlandaise. Et c'est surtout très intéressant de voir qu'elle est toujours là en forme, alors que nous sommes en février, et que ça, c'est pas si évident que ça. Souvent les gens qui arrivent sur le circuit, qui commencent à devenir performants, au bout d'un moment dans l'année, ils s'écroulent. Pour l'instant, elle s'est toujours pas écroulée. Donc c'est-à-dire que la préparation qu'elle a mis en place pour cette année 2024-2025 est la bonne, et c'est-à-dire que pour 2025-2026,
Si elle arrive à confirmer et à faire tout correctement, ça sera une fille très solide. On poursuit avec Magnusson. Bon, bah Magnusson, elle partait loin, hein, 7ème, enfin 20ème, pardon. C'est pas une mauvaise course pour elle. Bon, elle est à la portée de la cérémonie des fleurs, mais c'est pas du tout une mauvaise course. Magnusson, il faudra s'en méfier sur le relais, hein, parce que Magnusson, on sait que c'est la démarreuse de cette équipe de Suède. Là, on a vu cette équipe de Suède qui s'était bien ratée sur le sprint, a été beaucoup plus, enfin bien ratée, qui s'était ratée, oui, a été bien plus intéressante sur cette poursuite. Donc, ça fait partie des équipes dont il faudra se méfier sur le relais de samedi prochain. Et Magnusson notamment, qui je trouve est plutôt bien en forme. Et puis Carrara. J'avais un peu peur qu'elle prenne complètement l'eau aujourd'hui, Carrara. Alors oui, le tir est pas parfait, hein, c'est un 15 sur 20, c'est pas exceptionnel. Mais sur les skis, elle a tenu. Ça, c'était mon interrogation. Bon, maintenant, voilà, on sait qu'elle arrive à tenir sur les skis maintenant sur des courses plus longues. Bah, maintenant, il faut travailler le tir pour que l'an prochain, si elle est dans cette position-là aux Jeux Olympiques, qu'elle puisse, au lieu de prendre une 8e place, plutôt aller chercher le podium et rendre fou de joie tous les tifosi sur le bord de la piste de Antholz. Et ben ça va être son travail désormais pour Carrara. Mais elle est jeune, hein, je crois encore Carrara, hein, parce qu'elle est là depuis déjà quelques temps sur le circuit. Mais elle a quel âge? Ah non, elle est de 97. Je la voyais plus jeune que ça, Carrara. Oui, parce qu'elle a déjà 74 départs en Coupe du Monde. Autant pour moi. Mais ouais, Carrara, maintenant, il faut qu'elle arrive à progresser dans ce domaine-là. Alvarsson, bien comme depuis le début de saison. Voilà. Donc pas grand-chose d'autre à dire. Grossian, dommage le coucher, parce que ça la met hors jeu pour faire quelque chose d'autre. Quand on voit ce qu'est capable de faire... voilà, le podium n'était pas accessible, mais la cérémonie des fleurs était accessible pour Selina Grossian. Anna Heuberg, complètement explosé sur la fin de course. Comme Julia Simon, hein, mais les deux ont complètement craqué sur la deuxième partie de course. Et ce qui fait que ça fait des trucs pas top. Anna Heuberg, un 15 sur 20 pour une Anna Heuberg, c'est pas suffisant. Je trouve quand même que cette année, la justesse au tir, c'est pas ça, Anna Heuberg. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de son état de fraîcheur, de son état de forme en début de saison. Ça, elle a récupéré de la forme quand même sur les skis. Je vérifierai quand même sur le temps les analytiques. Mais le problème, c'est que sur les tirs, ça fait depuis quelques temps que c'est un peu compliqué pour Anna Heuberg. Que ça soit sur les relais ou sur les courses individuelles. Et là, ça n'a pas encore été top. Julia Simon, elle nous a refait une craquante au pire moment de l'année. Et celle-là, elle fait mal aussi. Hein. Parce qu'elle avait beaucoup d'ambition avant de participer à cette poursuite. Pour au moins chercher un podium. Je crois que c'était l'objectif. La victoire, elle savait que ça allait être pas simple parce qu'il y avait du monde devant, mais le podium, c'était l'objectif. Et en fait, elle part trop vite. Là aussi, hein, elle part sur un très très gros tempo, je pense beaucoup d'envie, et elle a complètement explosé, mais comme Emilien Jacquelin aussi chez les garçons, et ça fait une mauvaise course. Voilà, ça fait une mauvaise course pour elle. C'est pas un bon résultat. Océane Michelon, ouais, 16 sur 20, c'est pas dingue non plus pour Océane. Pas une course satisfaisante, je pense, pour elle. Voilà, je pense qu'avec un dossard 12, elle s'attendait à rentrer dans le top 10. Avec 16 sur 20, aujourd'hui, tu vois qu'il aurait fallu faire 2 fautes en moins. Et même une faute en moins. C'est-à-dire qu'il suffisait de faire un 18 sur 20, 17 sur 20, ça passait. Donc ça montre que la forme sur les skis est là, mais trop d'erreurs au tir. Lotelli, sans faute aujourd'hui de Lotelli. La forme sur les skis, par contre, faudra revoir ça. Gagne quand même 15 places. C'est une belle semaine quand même pour les Belges. Hein. On a vu Florent Claude hier faire un sans faute. Maya Kloten sur le sprint. Là, Lotelli, encore un top 15. Donc c'est intéressant devant Hauser. Et les Autrichiens, Todorova. Klotens, j'avais peur moi qu'elle fasse une course moins bonne, Klotens, parce que je me suis dit dès le premier tour, elle s'est un peu rattrapée par tout le monde. Et elle se retrouve donc dans un gros paquet. Et là, je me suis dit, oh, ça va pas être dingue, ça va pas être simple pour Maya Klotens parce qu'elle se retrouve avec les Suédoises. Enfin voilà, elle perd beaucoup de temps sur la première montée.
Et non, elle a pris son rythme. Savait qu'elle pouvait difficilement faire mieux que 8e. Bon voilà, 19 sur 20, le tir est bon. Sur les skis, ça a peut-être été plus compliqué. Bon, je pense qu'elle a dû célébrer aussi hein, son top 10 au championnat du monde. Donc ça n'a peut-être pas été simple à gérer. Puis Tendrevold, des championnats du monde à oublier pour Tendrevold. 16 sur 20 aujourd'hui. Pas suffisant. Voilà. Et pourtant, c'est la première norvégienne aujourd'hui. Et oui. Les filles sont vraiment... C'est extraordinaire parce qu'il y a quand même des talents chez les filles, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer. Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à voir aussi du côté du staff norvégien, parce que Tendrevold, elle a du talent, bon, les petites jeunes aussi, elles ont beaucoup de talent. On les voit notamment en Coupe d'Europe, en IBU Cup, au Championnat d'Europe, on les a vus, ces jeunes norvégiennes. Là, elles n'arrivent pas du tout à exprimer leur talent et ça fait des courses pas bonnes. Donc il y a peut-être un truc à aller chercher du côté du staff. Après, changer de staff à 1 an des Jeux Olympiques, c'est quasiment sacrifier les prochains jeux, mais est-ce que là, avec ce staff actuel et des filles qui sont à ce niveau-là, on peut espérer quelque chose? Je ne pense pas non plus. Mais après, on verra si du côté de la Norvège, on prend des risques. Gasparine, une belle remontée de 20 places du côté de la Suissesse. Sophia Schneider, c'est dommage, elle était bien partie. J'ai regardé son début de course, à un moment elle était même 10e, elle avait gagné une place et puis ensuite elle a un peu explosé, peut-être en essayant de suivre le rythme des Suédoises. Tannheimer également qui perd des places aujourd'hui, Lampic, mais ça c'est un petit peu plus classique avec notamment un tir debout qui a encore été une fois catastrophique. Oui, ça a été dur, hein, le tir debout, 4 sur 10 seulement. Et puis si on continue, Jeanne Richard, je l'ai pas du tout vu de la course, mais c'est normal. Quand je vois son tir, je l'ai pas du tout vu, hein. Vraiment Jeanne Richard, elle est passée à côté. Comme Kierkegaard, les deux, mais bon voilà, des tirs qui ne sont pas suffisants. Et puis après, Renthaler, il gagne 6 places. Fernstenwick également, qui ne gagne que 5 places avec un coucher catastrophique. Hein. Donc il y a quand même des problèmes au niveau du tir, alors qu'on voit que chez les garçons, les Norvégiens arrivent à s'en sortir au niveau du tir. Knoten, là, il s'écroule complet. Et je me dis même, qui tu vas prendre pour le relais féminin, quoi. Parce que le relais féminin norvégien, je me dis, je sais même pas s'il va être dans le top 5. Avec ce niveau-là, collectivement, je mise sur les Suédois, je mise sur la France, je mise sur l'Allemagne. Je mise pas trop sur la Norvège, quoi. Hein. Et je me dis, il y a des équipes qui sont capables même de passer devant. Hein. L'Italie est capable de passer devant, la Suisse est capable de passer devant sur ce relais. Je suis même pas sûr qu'elles soient dans le top 5 à l'arrivée, hein, les Norvégiennes. On regarde tout de suite les individuels, enfin les analytiques plutôt. Là il m'a enlevé le zoom. Donc Preuss, vous voyez, très bon temps de tir, 9e. Donc ça c'est bien réalisé avec un tir... il me semblait plus engagé que ça même hein, sur le debout, mais non, c'est pas tant engagé, c'est-à-dire que ça a été bien réalisé. Et puis on voit qu'au niveau du temps au tour, elle fait un super 4e tour. Et c'est là où elle arrive à garder la gagne face à Elvira Heuberg. Elvira, très bon temps de ski, hein, bien mieux que les fois d'avant. Alors, même si sur une poursuite, des fois il y a un peu de gestion, on voit qu'elle colle quand même 2 secondes à Justine dans le dernier tour. Et même dans le tour d'avant, c'est un peu mieux que Justine aussi. Et du côté d'Elvira Heuberg, un tir de qualité, donc ça a été plutôt bien réalisé. Justine, Brezaz, Boucher, la course n'est pas mauvaise sur les skis, hein, même si elle est 7e temps de ski, elle a plutôt bien géré sur le premier tour. Ce qui la met en difficulté, c'est ce premier tir. Peut-être parce qu'elle n'était pas bien réveillée hein, sur ce premier tir, parce que c'est vrai qu'elle a fait un premier tour peut-être un petit peu en dedans. Ce qui fait qu'elle arrive sur le pas de tir peut-être trop... Enfin voilà, tout était trop lent, j'ai l'impression, parce que même ce premier tir n'est pas très rapide. 12 secondes, 30 secondes 1. Pour moi, met beaucoup de temps à s'installer. Justine, une erreur. Et puis après, je voulais voir les debout. Où, oui, la vitesse est très rapide sur les debout. Et c'est dommage qu'il y ait ces petites balles qui sortent. Lou, sur les skis, c'était pas mal. Même si on voit que elle est partie trop vite. Hein. Et sur le tir, il y a les 2 erreurs. Et les 2 erreurs, c'est peut-être parce qu'elle a voulu tirer un peu vite. Et encore. Ouais, non, pas vraiment, même.
Non, 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 donc c'est des erreurs. Oui, parce qu'elle a fait 35e temps de tir, donc c'est pas non plus exceptionnel. Les Nike grosses, très rapides sur le tir, mais je pense que c'est ce qui lui fait commettre des fautes parce que sur le dernier tir, elle envoie je crois que c'est la quatrième qui part très vite. Alors là, je pense que ça a été une erreur du côté de Nike grosse. Et puis sur les skis, bon, ça allait pas mal hein, quand même pour elle. Même si sur les premiers tours, elle était plutôt en gestion, mais elle arrive à en remettre au milieu de course. Sauf qu'elle passe à côté au niveau du tir. Minkinen, temps de ski pas exceptionnel de la part de Minkinen. Alors même si elle a un peu relâché sur la fin, c'était dur là au niveau des skis. Par contre, oui, le tir toujours aussi rapide, mais le ski pas top. Magnusson, je vous avais dit, elle est en forme, Magnusson. 9e temps de ski. Elle démarre très fort, notamment avec Elvira Heuberg. Ensuite, ça a été plus compliqué sur la fin, mais sur le relais féminin, elle va être difficile à battre. Carrara, très bon temps de ski, hein, 5e temps de ski, là encore excellent. C'est sur le tir que ça a pêché. Alvarsson, très bon temps de ski, là aussi c'est sur le tir que ça a pêché. Célina Grossian, bon temps de ski, elle est dans sa moyenne, mais là aussi un 17 sur 20, c'était pas suffisant. Anna Heuberg, bah, mieux que d'habitude hein, sur les skis, enfin mieux que sur les derniers jours. Un temps de tir très rapide, trop rapide certainement, parce qu'avec 5 erreurs, ça coûte extrêmement cher. Julia Simon, bah, un temps de tir qui était pas si rapide que ça, notamment sur le premier coucher, qui est très lent. Et un temps de ski qui est bon, mais ouais, 6 erreurs, c'est pas habituel. Océane Michelon, bon temps de ski, même si des fois on l'a vu faire un petit peu mieux, ça reste un bon temps de ski. 4 erreurs au tir, c'est trop. Lotelli, pas très bon sur le ski, hein, c'est bien ce qui me semblait. 42e seulement, c'est pas exceptionnel. On l'a vu déjà faire mieux hein, sur les temps de ski, Lotelli. Et sans faute aujourd'hui. Todorova, Klotens, ouais, je l'avais bien vu. Hein, là aussi, c'était compliqué sur les skis. Tendrevold, encore pas fou. Dernier tour, bon, pas exceptionnel de la part de Tendrevold. Et puis, 4 erreurs, c'est sûr que ça coûte extrêmement cher. Et puis, on va finir avec Lampitch, mon premier meilleur temps de ski habituel chez Lampitch, mais avec Jeanne Richard et Kierkegaard 2. Ouais, 23e temps de ski, c'est pas dingue hein, du côté de Jeanne, peut-être un peu de fatigue en ce moment pour Jeanne. Et puis Kierkegaard 2, 13e temps de ski pour la Norvégienne. Et si je regarde Renthaler, Bendika, ouais, Fernstenvik, 29e sur les temps de ski, donc là aussi c'est pas exceptionnel hein, pour les autres Norvégiennes. Knoten 52e, là c'est pas loin d'être catastrophique. Allez, on regarde tout de suite la poursuite des garçons. La course des garçons, Johannes, le plus grand désormais au championnat du monde, hein, oui, le plus grand. En même temps, ouais, là sur cette course-là, tu sens que c'est pas simple et tu comprends mieux aussi pourquoi il a envie d'arrêter, je pense, parce que le dernier tour notamment me fait penser qu'il a du mal maintenant à enchaîner les courses. Là, il a eu beaucoup de mal dans le dernier tour. Hein. Tu sens que pourtant il s'emploie pas. Enfin, il n'est pas à 100% hein, sur la course, mais le dernier tour est très dur. Et là, il fait ouais, une super course encore, avec un 18 sur 20. Mais aujourd'hui, un Johannes Beu, même avec un 18 sur 20, ça passe. Parce que j'avais dit, hein, je l'ai dit ce matin même, je crois, dans les commentaires, j'avais dit à 18 sur 20, il est champion du monde. Voilà, il est champion du monde parce que derrière, c'est Johannes Beu et que tu sais que ça reste du solide. Tu sais que c'est du solide sur les skis, tu sais que... Bon, voilà. Mais il fait aussi des tours de pénalité parce que il a fait un tir très engagé, notamment le debout est très très engagé, pour tenter de conserver l'avantage. Et ouais, il a vraiment souffert sur le dernier tour. Ça a été très compliqué pour lui, je trouve, physiquement. Mais ouais, c'est une belle course, c'est une belle course. De toute manière, aujourd'hui, pour être aux avant-postes, fallait quand même, à part, je dirais, Quentin Fillon-Maillet, fallait quand même faire du tir solide, quoi. Aujourd'hui, c'était 18 minimum. Et encore, voilà, à part Quentin Fillon-Maillet, c'est vrai que dans le top 10, je pense que pas grand monde d'autre s'est raté sur le tir. Mais ouais, Johannes Beu, il a fait la course très solide et il a su enchaîner, il a su capitaliser là-dessus, donc non, bravo. Bravo, et puis bravo pour la carrière, bravo pour une légende quand même, Johannes Beu. Pourtant, en pas si longtemps que ça, il est devenu une légende du sport, et malgré le fait qu'il s'est retrouvé, au tout début de sa carrière, il y avait Martin Fourcade, mais il y avait encore Björn Dahlem.
je crois. Même si Björndalen était vraiment sur la fin. Mais il y avait Tarjei, il y avait Svensson aussi, il y avait quand même du bon monde quand il est arrivé Johannes Bö. Il y avait aussi des Allemands qui étaient performants. Et réussir à devenir une légende malgré cette adversité-là, il faut quand même le souligner aussi que c'est pas n'importe quel coureur. Réussir à faire cette carrière-là, pourtant pendant la moitié de ta carrière quasiment, tu t'es retrouvé avec Martin Fourcade, puisque Martin Fourcade a arrêté en 2020. Mais bon, ça veut dire qu'entre 2015 et 2020, il était face à Martin Fourcade. Non, chapeau, chapeau du côté de Johannes Bö. Chapeau aussi pour cette simplicité. C'est ça aussi qui fait qu'on apprécie Johannes Bö. C'est que même s'il est multiple champion du monde, il y a une simplicité plus importante encore même que Björndalen. Pourtant, Björndalen c'était pas le mec le plus horrible au monde, mais je trouve que Johannes, il y a un côté où il est tout le temps sympathique, il répond toujours aux médias, même quand c'est compliqué, il a toujours le sourire, tu sens qu'il aime ça. Et peut-être par peur d'être dégoûté du biathlon aussi, il a choisi d'arrêter, mais choisir d'arrêter au top, c'est toujours le plus compliqué, et je salue les gens qui arrivent à le faire. Ouais, Froome, s'il avait arrêté il y a 4 ans, on n'aurait pas la même idée sur sa carrière qu'aujourd'hui, par exemple, du côté du cyclisme. Et savoir arrêter au top, savoir arrêter au sommet, bravo Monsieur Beu. Voilà, de réussir à faire ça et surtout de le faire en plus pour sa famille. Ça aussi, c'est très bien de sa part. Campbell White, moi j'avais peur Campbell White. En plus j'ai eu peur parce que je l'ai vu au départ, je le vois super détendu, à sourire, à saluer les fans. Je me suis dit, oh Coco, concentre-toi. Enfin voilà, il y a une médaille à aller chercher. Je me suis dit, est-ce qu'il a l'état d'esprit. Alors je me suis dit, bon, il est américain, il y a peut-être ce côté état d'esprit qu'on a chez les Nord-Américains, d'être très détendu et de se concentrer vraiment pour tu sais, genre quand le gong frappe. Mais je me suis dit, est-ce qu'il va avoir la motivation pour aller chercher une médaille? Est-ce qu'il va pas seulement se dire, oh bah j'ai été chercher ma médaille sur le sprint, allez, j'ai déjà réussi mes championnats du monde. Et pas du tout. Pourtant, il rate la première balle, mais ensuite, enfin, il rate une balle sur le premier tir plutôt, mais ensuite, derrière, c'est du parfait. Et je me suis dit, pourtant, sur le dernier coucher, il a que 15 secondes d'avance sur Eric Perrault. Il y a Sturla Lagrid derrière. Tu sais que donc, tu as vraiment la pression sur les épaules. Et ben non, il arrive à faire son tir sans aucun problème. Donc, non, c'est du grand Campbell White. Et c'est la révélation de ces championnats du monde quand même, parce qu'on savait qu'il avait un bon niveau, mais de là à aller chercher 2 médailles en 2 jours, en plus en 2 jours, non, c'est beau ce qu'il a fait. Oh, on va le voir sur l'individuel, ça va peut-être être plus compliqué pour lui, notamment sur les skis, mais moi j'attends de le voir sur la fin de saison, hein, parce que je me dis, il y a peut-être quelque chose de beau à jouer pour Campbell White. Et puis il y a peut-être un top 5 à aller chercher sur le relais mixte simple aussi pour cette équipe avec Didra Ervin, même si en ce moment du côté des filles c'est plus compliqué, des filles américaines, mais ouais, bravo Campbell White, parce que là c'est du très très beau niveau de biathlon qu'il nous a proposé. Et non, chapeau à lui. Eric Perrault, déjà belle médaille de bronze en individuel, il montre qu'il a passé un cap, désormais il faut compter sur lui. C'est plus le petit jeune de l'équipe de France, non. C'est le mec qui arrive à performer en biathlon, qui arrive à faire craquer des Norvégiens au biathlon. Donc ça déjà, c'est une autre étape dans sa carrière, je trouve, et depuis le début de saison, il l'a bien démontré. Qu'Eric Perrault, c'était pas juste le jeune qui se battait pour le dossard bleu. Non, maintenant, c'est un mec qui se bat pour la victoire et qui essaye de se battre pour la victoire régulièrement. Dossard 15, tu partais de trop loin. Voilà, donc tu partais de trop loin. C'est du beau biathlon qu'il a réalisé. Sur les skis, je crois que c'était vraiment bien aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on m'avait dit le temps de ski n'était pas si dégueulasse que ça lors du sprint, mais j'avais eu un sentiment c'était poussif. Et là, je crois que sur les skis, il faudra vérifier, mais je crois que c'était pas mal du côté d'Eric Perrault. Et puis, ouais, un tir, bon, il y a une erreur. Un 19 sur 20, bon, voilà, tu peux avoir une erreur sur 20 balles. C'est vraiment une très bonne course de la part d'Eric Sturla. Pas suffisamment rapide sur les skis, je le trouve un peu fatigué, pour tout vous dire en ce moment Sturla Lagrid. Celle-là va faire mal quand même, cette 4ème place là, parce que tu fais un 20 sur 20, tu pars quand même dossard 9, tu te fais battre par un mec qui fait 19 sur 20 avec un dossard 15. Voilà, alors je sais bien que c'était très proche entre Sturla et
il y avait un beau petit groupe là où tout le monde se tenait en 10 secondes. Mais quand même, ça doit faire mal. Surtout que tu finis quand même à 16 secondes. Alors même s'il a peut-être relâché un petit peu sur la fin, ce tour-là. Celle-là, il doit l'avoir mauvaise parce qu'en faisant cette course-là, normalement, tu dois être sur le podium. Et le fait de ne pas être sur le podium, bah, allez, elle va être dure à gérer. Il va y avoir de la frustration pendant 2-3 jours avant de reprendre mercredi pour l'individuel. Une épreuve où on sait qu'il faudra compter sur lui. Giacomet, très rapide sur les skis. Ça, on a la confirmation de Antols, on a la confirmation qu'il est en forme aujourd'hui, Giacomet. Voilà, maintenant il n'arrive pas à encore tout mettre au niveau du tir. Moi j'ai eu peur parce que quand j'ai vu le debout où il commence à envoyer les 2 balles d'or, je me suis dit allez, il va nous en faire 3 et puis la fin de course va être catastrophique pour lui. Non, il s'est bien repris sur le dernier tir, mais c'était pas suffisant aujourd'hui. Quentin, il y aura de la frustration. Il y aura de la frustration ce soir pour Quentin Fillon-Maillet. C'est pas un bon tir. Voilà, 15 sur 20. C'est pas suffisant sur une poursuite. Avec un coucher qui a été très dur. Et même le dernier debout est pas excellent. Donc non, ça bouge un peu dans tous les sens. Alors j'ai envie de dire que déjà le sprint sur le coucher, ça passe, mais ça aurait pu partir sur des erreurs et sur des tours de pénalité. Mais là aujourd'hui, quand tu accumules autant de tours de pénalité, tu peux pas faire de miracle, surtout en altitude. Là aussi, se rajouter du chemin en altitude, c'est vraiment pas l'idée du siècle, parce que ça te fatigue peut-être 2 fois plus encore que d'habitude un tour de pénalité. Et là, du côté de Quentin Fillon-Maillet, bah non, c'est pas une bonne course. Alors oui, il y a une 6ème place, mais bon, est-ce qu'il peut être satisfait de ce score-là? Je ne pense pas, il y aura de la frustration du côté du Français. Jakob Fak, il avait fait 10 sur 10 hier, il fait un 19 sur 20 aujourd'hui. Bon voilà, dommage que le temps sur les skis ne soit pas plus performant. Stromsheim, mieux sur les skis, bien mieux sur les skis Stromsheim. Dommage un 17 sur 20, mais bien mieux sur les skis. Ponsiloma, toujours rapide, aussi rapide sur les skis. Parce que malgré un 17 sur 20, qui n'est pas une course exceptionnelle, il fait pas un 20 sur 20 aujourd'hui, Ponsiloma, il gagne quand même quasiment 20 places, 18 places de gagner du côté de Ponsiloma, malgré un 17 sur 20. Et puis Tarier, il en manque sur les skis. J'ai l'impression cette semaine qu'il est en difficulté, Tarier-Beu, qu'il n'est pas au maximum de ses capacités. Qu'il y a un peu de fatigue pour Tarier. J'ai peur qu'il n'y ait pas... il y aura peut-être une médaille en équipe. J'ai peur qu'il n'y ait pas de médaille en individuel du côté du Norvégien. Parce que j'ai l'impression que c'est pas fantastique. Sur les skis, là, tu vois qu'avec un 18 sur 20, il gagne même pas une place. C'est pas exceptionnel. Ouldal, le debout, bien. Le coucher, pas bien. Voilà. Non. Dans le coucher, il perd trop de temps. Il se met quasiment hors course d'entrée, Ouldal. Sur le coucher, moi j'ai bien aimé. Après, il est jeune, Ouldal. Il a encore peu d'expérience. Donc c'est la relève du biathlon norvégien. Il s'attendait peut-être même pas en début de saison à être au championnat du monde parce qu'il n'y était pas en début. Il y avait Dalleux, il y avait d'autres concurrents. Il s'attendait pas à être au championnat du monde. Je pense qu'en tout début de saison, Martin Ouldal. Et là, un manque d'expérience, tout simplement. Samuelsson, c'est comme Ponsiloma, 17 sur 20, c'est pas exceptionnel. Bon, après, ils partaient en plus très loin aussi, donc c'était pas évident de revenir. Florent Claude, course correcte à 18 sur 20 pour le Belge, ça fait quand même une 14e place. Puis devant 2 Français, Emilien et Fabien. Emilien, il nous a saccagé le debout. 15 sur 20, pas suffisant. Fabien Claude, pareil, 5 sur 10 sur le debout. C'est dommage, il part bien en début de course. Après le deuxième coucher, je me suis même dit, parce que le mec d'Eurosport l'avait coché pour un podium, et je me suis dit, il a peut-être pas tort. Pourtant, cette année, je trouve sur les poursuites, c'est plus compliqué pour Fabien Claude que l'an dernier. Puis là, non, il a saccagé le debout. Emilien Jacquelin, pareil. J'ai quand même des doutes, moi, c'est sur le relais. Après, on sait que cette équipe est... Voilà, il y a des grosses différences entre le niveau en individuel et le niveau sur le relais, mais j'ai quand même des doutes. Voilà. Il y aura de la pression en plus sur eux, sur leurs épaules. Il faudra gérer ça. Et je trouve que le tir, pour le moment, chez les garçons, c'est quand même pas dingue. On sent que ils ont la pression sur les épaules. Et je trouve qu'Emilien retombe un peu dans ses travers qu'on a vus les années précédentes, c'est-à-dire un tir où il n'est pas acteur
où il fait tout trop vite, il se précipite. Et ça, je trouve, c'est pas là où il est performant, Emilien Jacquelin. Hornig, qui partait loin, au final, est remonté. Krachmar pas remonté. Sweroom, qui a perdu plus de 20 places aujourd'hui. Ouais, pas bon tir. Hein. 14 sur 20, c'est pas suffisant aujourd'hui à ce niveau-là de compétition. Et puis si je descends, Strello, mais qui partait très loin et qui n'a pas fait de miracle aujourd'hui. Les Allemands, hein, encore une fois en difficulté. Parce que Navrat est très loin, Rittmüller aussi, hein, ils se sont bien plantés encore les Allemands sur cette épreuve. Finello qui a abandonné direct hein, après 4 erreurs sur le premier coucher, il partait déjà très loin. Voilà, il a bâché comme on dit. Bionaz également qui a bien explosé aujourd'hui. Dorchenko, tiens l'Ukrainien, c'est pas habituel, qui s'est raté. Et puis Thierry Langer, pas exceptionnel, et un temps de ski qui est pas bon encore du côté de Thierry Langer. Les analytiques de cette épreuve, eh bien Johannes Beu, vous voyez, dernier tour qui n'a pas été si facile que ça. Alors certes, il a relâché sur la fin, mais il a été quand même en difficulté, je trouve, pour récupérer. Voilà, sur la fin de course, il était un peu en difficulté. Après, on voit le tir engagé hein, du côté de Johannes, parce qu'il est quand même 22e temps de tir, donc c'est plutôt rapide pour lui. Campbell White, tir là aussi très engagé, hein, 13e temps seulement, et puis un temps de ski dans le top 10, donc là très très bien réussi par Campbell White. Cette piste de Lanzerheide 2 le réussit extrêmement bien. Eric Perrault, meilleur temps de ski aujourd'hui, donc ça il peut déjà être content de cette performance. 9e temps de tir aussi, donc ça te fait une très très belle course du côté d'Eric Perrault, et surtout il colle 40 secondes à Sturla. C'est là où je dis que Sturla n'est pas exceptionnel, parce qu'il s'est pris 40 secondes par Eric Perrault, avec un dernier tour où il y a quand même une grosse différence entre les deux, même s'il a relâché. Mais si on regarde le tour 4, il y a 10 secondes, il y a 1 seconde encore au tour 3, il y a 7 secondes au tour 2, et il y a 10 secondes au tour 1, donc ça fait quand même beaucoup à la fin de déficit pour Sturla, malgré un 20 sur 20. Giacomel, 9e temps de ski, c'est dans sa moyenne, sachant qu'il a relâché là aussi hein, sur la fin. Giacomel, un temps de tir plutôt rapide. Quant à Fillon-Maillet, rapide sur les skis, mais trop d'erreurs sur le tir aujourd'hui, donc ça ne pouvait pas faire de miracle. Et un tir très engagé, hein, on voit, hein, il est très rapide sur tous les temps. Ouais, non, ça a été un peu trop engagé sur le debout, je pense. Jakob Fak, un peu loin sur le temps de ski. 6e pour Stromsheim aussi. Et puis Tarier, ouais, pas exceptionnel sur les skis. C'est assez dommage. Pontillioma, rapide sur les skis. Derrière Eric Perrault quand même, mais rapide sur les skis. Et puis Nedine, trop d'erreurs au tir. Uldal, pas terrible sur les skis, hein, seulement 25e temps. Donc peut-être un peu de fatigue pour le Norvégien. Pour enchaîner 2 courses d'affilée, c'était peut-être un peu trop. Emilien et Fabien sont en forme sur les skis, mais trop d'erreurs au tir. Donc tu peux pas faire de miracle dans ce genre de situation. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'ai encore fait moins longtemps pour les garçons que pour les filles. C'est habituel pour moi du côté du biathlon. Je fais plus de temps chez les filles que chez les garçons. Ce sera peut-être le contraire du côté de l'individuel. L'individuel des hommes, ça sera mercredi. L'individuel des filles, ça sera mardi si je ne me suis pas trompé. Donc nous, on se retrouve mardi soir pour faire le débrief de tout ça. Mercredi également du côté des garçons. Et puis, eh bien, il y aura le relais mixte simple jeudi. Et puis les 2 relais samedi, les 2 masters dimanche. Pour clôturer cette semaine de compétition, en sachant que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le débrief des 2 relais et le débrief des masters dans la foulée, parce qu'il faut savoir que ce dernier week-end, là, le week-end prochain, va être extrêmement dense. Et je ne sais pas si je vais pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, voilà, en termes de vidéos. Donc ça va pas être facile de ce côté-là. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!